La guerre est-elle en train de s'installer sur le sol russe? Et la Russie est-elle elle-même en train de comprendre que la guerre est sur son sol, quand on voit par exemple que des abris anti-aériens sont parfois construits dans certaines rues pour tenter de protéger les civils. Par ailleurs, d'ailleurs, Volodymyr Zelensky, hier, il a revendiqué la prise de 2 nouveaux villages. On va l'écouter. Je viens de parler au commandant en chef, Oleksandr Syrski, et il y a des avancées de nos troupes dans la région de Koursk, de 1 à 3 km. On a pris le contrôle de 2 villages de plus. Des combats actifs sont en cours dans un autre village. Pour en parler, nous avons été rejoints également par Père De Jong. Bonsoir. Bonsoir, je vais y arriver. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien colonel des troupes de marine. Vous êtes vice-président de l'Institut Thémis. Merci d'être avec nous. Avant de vous entendre, ainsi que nos invités qui sont restés avec nous sur ce plateau, on va reprendre la direction de Moscou pour retrouver Jérôme Garraud qui est sur place avec Michael Merle. Alors Jérôme, est-ce que vous avez le sentiment que la guerre, en effet, elle s'installe peut-être même durablement en Russie, sur le sol russe, et que la Russie commence à en prendre un tout petit peu conscience? Bonjour. Alors en tout cas, dans la région de Koursk où nous avons été il y a quelques jours, les Russes ont compris que cette incursion ukrainienne allait durer plusieurs semaines et voire même plusieurs mois au minimum. Alors nous, on avait rencontré et filmé des réfugiés à Koursk, donc des Russes qui habitaient à la frontière et qui ont fui les combats en catastrophe, qui sont réfugiés dans la capitale régionale, dans Koursk. Et ces gens-là cherchaient des vêtements chauds pour se préparer aux rigueurs de l'hiver. Donc ils ne pensent pas être rentrés chez eux avant 3-4 mois minimum. Dans cette même ville de Koursk, vous avez 5-6 fois par jour, parfois 10 fois par jour, des sirènes qui retentissent, des alertes aux missiles. Alors ça retentit sans vraiment provoquer la moindre panique dans les rues, mais très récemment, les autorités locales ont annoncé installer des abris en béton pour que les gens puissent se réfugier un petit peu partout dans la rue. Et ce qui est intéressant, c'est que l'installation de ces abris en béton est filmée par la télévision nationale. Donc aujourd'hui, partout en Russie, tout le monde a accès à ces images. Tout le monde peut voir que le sol russe est frappé par la guerre, et très régulièrement, les commentaires dans les médias soulignent que les bombes qui tombent sur le territoire russe sont fournies par les Américains ou par les Européens. Merci beaucoup Jérôme Garraud, merci encore une fois Michael Merle qui est avec vous depuis Moscou. Merci messieurs. Et donc en effet on a vu le gouverneur régional Alexei Smirnov dire aujourd'hui mise en place des abris en béton armé. Ça a commencé du côté de Koursk. Les élections locales aussi qui étaient prévues pour le début du mois de septembre ont été reportées dans 7 municipalités de la région. Colonel, est-ce que c'est une manière de dire, enfin pour la Russie, de commencer à admettre qu'en effet elle est en guerre? C'est pas qu'elle est en guerre contre l'autre, que la guerre elle est chez elle? Alors indéniablement, c'est un bon coup qu'ont fait les Ukrainiens à partir du 6 août, parce que personne ne s'y attendait, les Russes les premiers, et c'est que cette opération, elle est extrêmement intéressante, parce que qu'est-ce qu'on voit? Premier point, c'est un succès tactique, puisque le fait d'être rentré en Russie comme ça, sans coup férir quelque part, alors, bien sûr maintenant ils sont arrêtés, parce que les unités, elles ne sont pas pléthoriques, il y a à peu près 10 000 hommes avec 3-4 brigades qui sont rentrés en Russie, mais premier temps, c'est un coup tactique extrêmement intéressant, parce que ça donne le moral, parce que ça déstabilise les Russes, il y a plein d'intérêts. Et puis on voit un deuxième élément très intéressant, une deuxième phase, qu'est-ce que j'appelle la phase stratégique. Et là, peut-être, alors on le verra dans les jours et dans les semaines qui viennent, peut-être qu'effectivement, comme vous le dites, il y a un coup stratégique qui arrive, il y a une belle opération stratégique. C'est que très concrètement, les Russes prennent conscience réellement que la guerre s'est transportée sur leur territoire. Et ça change tout. Alors on ne sait pas ce que vont faire les Russes, bien évidemment, parce que Poutine ne s'est pas exprimé sur le sujet, sauf qu'il a dit très clairement que compte tenu du fait que les Ukrainiens étaient rentrés sur le territoire russe, ils ne négocieraient pas, sachant qu'il y avait des négociations qui étaient, on va dire, en cours. En tout cas, il y avait un début de discussion qui s'était mis en place. Donc on verra ce qui se passera, mais c'est vrai que très concrètement, pour les Russes, c'est une prise de conscience. Et est-ce que vous dites donc que c'est parti pour durer? Parce que l'objectif pour Volodymyr Zelensky, et ce n'est pas du tout le seul, c'est de créer la fameuse zone tampon pour protéger sa région du Donbass. Mais est-ce que vous dites que cet objectif, il est loin d'être atteint et que du coup, c'est parti pour, quoi, vous dites peut-être des mois? Alors indéniablement, en fait, comment dire, on est parti pour une longue période, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on ne connaît pas les objectifs des Ukrainiens. Il faut savoir que l'expression de ce qu'on appelle l'état final recherché ou de l'objectif final a changé, puisque la première fois, au début de l'opération, le président Zelensky annonçait le fait qu'il voulait impérativement mettre la guerre en place en Russie. C'est ce qu'on dit depuis ce matin. Mais à un autre point, il disait, à un moment donné, il voulait plus de prisonniers pour négocier. Troisième point,
point, ils voulaient créer une zone tampon. Donc en fait, on ne sait pas très bien vers quoi ils vont. En fait, je pense que les Ukrainiens font ce qu'on appelle une manœuvre opportuniste, une manœuvre, je dirais, au hasard, et ça a l'air de fonctionner, ça a l'air de prendre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a une course contre la montre qui est engagée avec les Russes, parce que les Russes, eux, sont engagés dans une offensive dans le centre, à Pokrovsk, et donc là, ils sont en train d'avancer. Donc on voit qu'il y a une espèce de balance des forces qu'ont effectué les Ukrainiens, en faisant monter dans le nord, entre Soumy et Koursk, on fait monter dans le nord des unités qui manquent aujourd'hui dans le centre. Donc il y a une course de vitesse. Le troisième point, c'est l'arrivée de l'automne, et l'automne fait qu'il va pleuvoir, et l'hiver va arriver, donc vous avez des conditions climatiques qui vont se dégrader dans les jours et dans les semaines qui viennent. Et ça va immobiliser le front structurellement par la force des choses. Ils ne pourront pas manœuvrer où ils le veulent. Et là, évidemment, on va rentrer dans l'hiver. On va rentrer dans l'hiver et ça va nous amener sur des offensives potentielles en 2025, mais en tout cas en 2024, ce sera terminé. Colonel, on reste ensemble bien sûr, mais Gallagher Fenwick, est-ce que vous dites en effet, ça y est, maintenant c'est un peu écrit, l'installation de la guerre sur le sol russe, c'est dans la durée, et le vrai tour de force d'ailleurs des Ukrainiens, c'est que la Russie et que Poutine n'a d'autre choix que de le reconnaître, et il ne peut plus vraiment le cacher. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la plasticité de la propagande russe, puisque l'objectif, si vous voulez, c'est de prendre le réel et de le modeler afin de, à la fois, minimiser ce qu'il se passe et banaliser ce qu'il se passe. Ce qui aide quand on est à Moscou et Saint-Pétersbourg, d'abord, c'est la distance qui sépare l'oblast de Koursk de ses capitales politiques, médiatiques, etc. Et puis, on en revient à ce sujet qui était le premier avec lequel on a ouvert votre tranche, à savoir Telegram. C'est encore une fois verrouiller cet espace et ingérer les éléments qui viennent les uns après les autres. Donc l'installation d'abris modulaires auxquels vous faisiez référence, ça y est, c'est visible et on le reconnaît et on travaille cela. Mais il y a effectivement une lutte, et votre question est intéressante parce que la conquête territoriale, en réalité, pour l'armée ukrainienne, c'est un objectif secondaire. C'est-à-dire que je ne pense pas que l'Ukraine ait l'ambition d'annexer l'oblast de Koursk, d'y déplacer de la population ukrainienne et de faire voter ou amender la Constitution pour faire intégrer ces nouveaux territoires. L'objectif premier, c'est de générer de la pression politique, à la fois du côté du Kremlin, et ça, Dieu sait à quel point cette forteresse a les murs épais, parce qu'en réalité, vous dites faire rentrer dans les consciences le fait que la guerre soit sur le territoire russe. C'est pas la première fois qu'il y a des incursions. Rappelez-vous les légionnaires, entre guillemets, russes, anti-Kremlin qui rentraient sur le territoire du côté de Belgorod. Tous les drones qui sont tirés par l'Ukraine et qui vont très très loin, des centaines de kilomètres, remplissent deux objectifs, toucher des objectifs stratégiques et aussi percer la bulle de propagande à l'intérieur de laquelle le pays est offert. Dernier objectif, et j'en termine par là, la pression politique, elle s'applique aussi aux alliés occidentaux, qui, à mon avis, dans un premier temps, ont été très méfiants par rapport à ces plans ukrainiens, se sont gardés une marge de manœuvre en termes de communication. Ça échoue, on dénonce. Ça fonctionne et il n'y a pas de déclenchement d'armes nucléaires, mais on va acquiescer un peu silencieusement. Et on est clairement dans cette configuration aujourd'hui. C'est-à-dire que les Ukrainiens opèrent à l'intérieur d'un ensemble géographique qui est quand même assez confiné. Volodymyr Zelensky parlait de 1 à 3 kilomètres supplémentaires. Si jamais ça sent le roussi, en l'espace d'une journée, même s'ils ont amené pas mal d'hommes et de matériel, les Ukrainiens reviennent sur le territoire ukrainien. Et on voit que c'est une manière de montrer, et j'en termine vraiment par là, aux alliés otaniens et occidentaux, où est cette fameuse ligne rouge avec laquelle vous nous avez bassinés en nous disant attention avec les armes à longue portée, avec nos armes, etc. Vera Grantseva, sur ce coup, à quel point il est mal, Poutine. Alors, il ne s'est pas rendu sur place. Il a réagi. C'était jeudi, une réunion en visioconférence avec des responsables régionaux. Il n'évoque pas la lenteur de la réaction militaire de la Russie. Le message du Kremlin, c'est de dire que l'armée tente d'expulser les terroristes ukrainiens qui sont sur son territoire. Et il tente de minorer un maximum les attaques ukrainiennes. À quel point, cette fois-ci, il est dans une forme de nasse? Et est-ce que ça commence à se voir? Et est-ce qu'en Russie, ça commence à se percevoir? Effectivement, cette incursion, ça fait du mal. Même si, comme ça vient d'être dit, le gouvernement essaie de minimiser
et de ne pas dire que c'est la guerre. D'ailleurs, le mot guerre n'est pas toujours évoqué. Poutine a appelé l'opération pour expulser les Ukrainiens, l'opération antiterroriste. Donc, ils essaient à tout prix d'éviter de nommer les choses comme elles sont en réalité. En même temps, ils essaient de promouvoir parmi les Russes le sentiment patriotique et de le faire aussi se réunir autour de drapeaux et soutenir la Russie qui est attaquée, etc. Donc c'est un message, encore une fois, assez contradictoire qui donne comme effet le fait que les Russes sont, encore une fois, assez perdus. Donc ils ne comprennent plus ce que c'est. Est-ce que c'est une guerre ou c'est une attaque terroriste et le gouvernement russe essaie d'expulser les terroristes. Mais comme conséquence, ce qu'on voit dans les sondages, ce que je vois aussi par l'écho de mes contacts en Russie, parmi les gens qui soutiennent le régime, en fait, c'est assez décevant de voir que l'armée russe, d'un côté, n'a pas pu protéger les territoires russes. Donc, les Ukrainiens ont pu rentrer et occuper des vastes quand même territoires dans la région de Koursk. Et que depuis 3 semaines, ça fera bientôt 3 semaines, que l'armée russe n'arrive pas à les expulser malgré toutes les déclarations. Et il y a même de nouveaux villages qui sont pris. Exactement. Donc, parce qu'il faut se rappeler que les premiers jours, les déclarations de Gerasimov, le chef de QG russe, c'était que ça va durer 3 jours et les Ukrainiens seront expulsés. Donc, les patriotes, les gens qui soutiennent le pouvoir, et ça, c'est quand même un soutien assez important pour le régime actuel. Ils sont assez déçus et ça provoque des questions de leur côté. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Poutine nous ment? Et donc ça a des petits effets sur l'opinion publique, je trouve, qui peuvent après avoir un impact sur la situation politique en Russie. Alors Vladimir Poutine a-t-il décidé d'accélérer pour répondre à l'Ukraine? Confirmation d'attaque massive sur l'Ukraine ce matin. Les mots ont été utilisés assez tôt, mais là ça se confirme. On parle de 15 régions désormais qui ont été visées. Kiev notamment, un bilan provisoire qui est de 3 morts. Pour mieux en parler, on prend la direction de Kiev justement pour retrouver Marianne Konolev qui est sur le terrain, sur place avec Marine Truchot. Bonjour Marianne, bonjour à Marine qui est avec vous. Qu'avez-vous constaté, vu, entendu, vous, du côté de la capitale ? Alors c'est surtout entendu, l'alerte a commencé à 2h30 du matin, vers 8h30 on a entendu des fortes explosions, également à 9h15 et en fait c'est le travail de la défense antiaérienne que l'on entendait, ce sont donc les missiles, parce qu'il y a eu des missiles balistiques et une douzaine de drones Shahed qui ont été détruits au-dessus de Kiev. Il y a quand même eu des infrastructures électriques notamment qui ont été touchées parce que plusieurs quartiers de la capitale ont été privés d'électricité, ont été également privés d'eau, des habitants en entendant ces fortes explosions, parce que vous savez c'est quand même assez retentissant, donc ça peut faire peur. Les Kieviens qui d'habitude sont assez sereins malgré les alertes anti-aériennes, et bien là sont allés se réfugier dans les métros, notamment en périphérie de la ville, parce qu'ils savent que c'est là en périphérie où ça craint le plus, puisque ce sont là où il y a les infrastructures électriques et notamment les approvisionnements d'eau. Donc c'est surtout ces métros-là qui ont été envahis par beaucoup de personnes, d'habitants qui sont venus se réfugier là. Et les dommages qu'il y a eu autour de la capitale, parce qu'il y a eu quelques maisons qui ont été endommagées, c'est dû essentiellement donc à des débris de drones ou de missiles qui sont tombés sur des habitations. Merci beaucoup Marianne, encore infiniment. Merci bien sûr à Marine Truchot, bon courage à vous sur le terrain.